Donc, je voulais vous remercier tout d'abord de cette invitation. Patrick Boucheron a participé à ce colloque interdisciplinaire. Ce n'était pas exactement fréquent de voyager comme ça à travers les disciplines pour appréhender le phénomène migratoire. Et c'est une occasion assez rare et certainement précieuse qui nous est donnée. Alors, j'ai été très impressionnée par le PowerPoint de François Héran. Donc, je vais moi-même télécharger ou bénéficier d'une aide pour proposer un PowerPoint dans quelques minutes avec essentiellement quelques cartes. Mais ce que je retiens de l'intervention de François et certainement de cette troisième et dernière journée de colloque, c'est qu'on est forcé de reléguer le génitif de la crise des migrants ou de la crise des exilés au rang d'une sorte d'impropriété. Et cette crise n'est clairement pas celle des déplacés par la violence, ce n'est pas la leur. C'est la crise politique de l'Union européenne, comme l'a expliqué François. C'est une crise humanitaire ou une guerre civile au voisinage de l'Europe, en Syrie, dans un voisinage plus lointain, en Afghanistan, au Soudan, en Érythrée, en Afrique subsaharienne en général. C'est ce qu'a évoqué par exemple Peter Harling mercredi. Et c'est aussi, et c'est ce que je vais essayer de raconter à mon tour comme histoire, un moment critique au sens analytique du terme, un moment de discernement pour l'analyse du système international de l'asile et des grandes tendances globales, à la fois des déplacements par la violence et de la politique d'asile. Donc, je sélectionne mon petit PowerPoint. Donc l'idée de cette intervention, et je vais aussi regarder le temps, bien sûr, l'idée de cette intervention est de partir d'un phénomène particulier, voire très particulier, c'est-à-dire l'exode des Érythréens depuis 1962 dans la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient pour discerner, encore une fois, c'est-à-dire proposer une lecture critique de quelques-unes des dynamiques globales de la migration forcée et des politiques de gestion de l'exil. Donc cette présentation implique, en guise de prolégomène, peut-être de rappeler comment les réfugiés érythréens sont apparus aux frontières de l'Europe. Ils étaient plutôt peu représentés dans les statistiques de l'asile en Europe, et les Érythréens ont atteint les premières places de demandeurs d'asile depuis 2 ans, ces 2 dernières années. En 2015, ils sont le premier groupe de demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, devant les Iraniens et les Pakistanais, en Suisse, devant les Syriens et les Afghans, et parmi les premiers groupes de demandeurs d'asile au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et à Malte. Il s'agit en tout de la 2e nationalité de demandeurs d'asile arrivée sur les côtes italiennes en 2004, juste après les Syriens. Donc c'est une sorte d'épiphanie dont on a peut-être, vous en avez sûrement un souvenir, une épiphanie qui a été macabre, mortelle, mais qui est assez récente. En effet, la mort de centaines de migrants et de demandeurs d'asile éthiopiens, érythréens, somaliens et djiboutiens à proximité des rivages de l'Europe du Sud ces dernières années a aussi attiré l'attention des médias et de la sphère politique vers des zones qui étaient jusque-là considérées comme marginales, voire totalement extérieures au champ migratoire européen. Les conditions de l'exil des Érythréens à travers le Soudan, l'Égypte, la Libye et la Méditerranée ont fait l'objet de dénonciations par des organisations internationales, des organisations humanitaires surtout, ont fait l'objet de documentaires, de reportages dans la presse, d'articles, et ce, depuis 2 ans tout au plus. La littérature, par exemple, en langue française, est extrêmement pauvre quant à l'analyse du phénomène d'exil en Érythrée et dans la Corne de l'Afrique en général, et ce, depuis, on va dire, un demi-siècle. Les conditions de vie en Érythrée et la nature du régime politique érythréen ont aussi parfois été évoquées dans la presse et dans l'espace public, mais ces récits et ces discours, qu'il s'agisse de discours médiatiques ou politiques, ont le plus souvent occulté les dimensions locales et régionales de cette migration forcée et son historicité. Les drames auxquels l'Union européenne a été confrontée depuis Lampedusa en octobre 2013 ne constituent en effet que la face visible pour le public européen de dynamiques migratoires complexes et d'une histoire ancienne de l'exode. D'une certaine façon, l'exode érythréen n'est un fait social, au sens durkheimien du terme, qu'à partir du moment où il est perçu par le public, par les sociétés européennes, et construit comme une question de politique publique européenne. C'est un phénomène qui devient un problème européen, et on commence à le percevoir comme tel, un problème sécuritaire, un problème migratoire, un problème humanitaire.
Et c'est un peu de cet ethnocentrisme méthodologique que je veux tenter de me départir aujourd'hui pour regarder le cas érythréen comme un révélateur de tendances plus globales de l'exil et des politiques de gestion de la migration forcée à l'échelle internationale. Donc je vais commencer cette tentative de connexion entre le trait particulier et le trait général par une longue histoire de l'exode érythréen. Donc j'espère qu'elle ne sera pas trop longue en termes de minutes. En tout cas, elle est longue en termes de décennies pour le phénomène dont je veux parler. Donc je vous propose là une carte tout à fait, on va dire, très simple, avec juste quelques jalons chronologiques que je rappelle sur le côté. Mais pour commencer cette histoire, il faut d'abord dire que l'exil érythréen commence après l'annexion du pays par l'Éthiopie en 1962, son annexion formelle, et le début de la guérilla de libération érythréenne. Les Érythréens vont fuir tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, à la fois l'oppression politique de l'occupant érythréen, les combats entre la guérilla et l'État éthiopien, ou les conflits à l'intérieur de la guérilla entre les différents partis et les différents fronts de libération, mais aussi ils vont fuir les crises économiques et écologiques qui sont aggravées par le contexte de guerre civile. Ils cherchent refuge essentiellement au Soudan, au Yémen, au Moyen-Orient en général, mais aussi en Éthiopie et au Kenya. Donc vous le voyez dans l'immédiat voisinage de la province érythréenne d'Éthiopie ou de l'Érythrée contemporaine. Si on regarde exclusivement le Soudan, on voit qu'en 1986, par exemple, selon le HCR, le Soudan accueille environ 800 000 Érythréens. Donc il s'agit de gens qui sont officiellement enregistrés, on peut supposer qu'ils sont plus nombreux, et on parle d'une population érythréenne totale qui, à l'époque, doit être d'environ 3 millions de personnes. Donc si on inclut les déplacés bénéficiant de statuts nationaux, ceux qui ne sont pas enregistrés auprès du HCR, ou régionaux d'asile, ou des résidents informels, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui en Europe des migrants irréguliers, c'est plus d'un tiers de la population érythréenne qui est hors de la province éthiopienne d'Érythrée dans les années 80. Soutenus par les pays arabes voisins, les partis de libération érythréens, dont la Ligue musulmane dans les années 50, puis les fronts de libération par la suite, vont s'implanter en Égypte, au Soudan, et négocier avec les pays qui les hébergent des politiques favorables à l'accueil de dizaines, voire de centaines de milliers de réfugiés. La bienveillance des pays de la Ligue arabe envers les guérillas érythréennes et ses exilés est le produit d'un activisme politique assez effréné des intellectuels et des leaders politiques érythréens qui parviennent à faire accepter que la lutte pour l'indépendance de l'Érythrée est une lutte arabe, voire panarabe, que c'est une lutte musulmane contre un ennemi africain et chrétien, l'Éthiopie. Bien sûr, ça ne correspond pas à la réalité ethnographique ou socioculturelle des deux pays, qui sont tous les deux autant chrétiens que musulmans et autant africains qu'arabes, mais c'est la construction de cette représentation qui permet aux Érythréens d'être accueillis avec tout un tas de statuts parfois très hétérodoxes dans la région, au Moyen-Orient. Donc c'est un véritable régime privilégié de circulation et d'installation qui s'établit pour les Érythréens et qui va de la Libye à l'Irak, en passant par le Soudan et le Yémen voisin. En dépit du fait que les États de la Ligue arabe ne sont pas signataires de la Convention de 1951, nombre d'entre eux accueillent en effet les Érythréens souvent comme migrants, parfois comme réfugiés arabes avec des statuts ad hoc, à l'instar des Palestiniens au Proche-Orient par exemple, et les Palestiniens sont effectivement accueillis sous l'égide d'un protocole plus formel, qui est le protocole de Casablanca, signé par les membres de la Ligue arabe. On voit que cet accueil facilité se passe en Égypte, au Yémen, mais aussi en Irak, voire dans des pays qui ne disposent pas du tout de cadre juridique pour l'accueil des réfugiés, comme l'Arabie saoudite, qui dans les années 80 va faciliter l'entrée des Érythréens avec tout un tas d'exemptions de procédures d'immigration, en accueillant les Érythréens comme des migrants de travail, sur la base d'un décret royal. Donc on parle ici, il faut préciser, d'accueil dans des pays très pauvres, en général dominés par des régimes autoritaires, à l'exception des pays du Golfe, de migrants ou de réfugiés, de demandeurs d'asile, eux-mêmes très pauvres. Mais qu'il s'agisse des camps de l'Est du Soudan, donc à la frontière érythréo-soudanaise, des quartiers des villes saoudiennes ou libanaises ou irakiennes où sont les Érythréens, des villages de la côte yéménite, notamment au sud de la côte yéménite sur la mer Rouge, au niveau de la petite pointe qui s'appelle le détroit de Bab el-Mandab, que vous voyez sur la carte,
Évidemment, je ne sais pas utiliser le pointeur, donc on le voit sur la carte. Eh bien, dans tous ces lieux, des communautés de réfugiés se sont formées au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Au Soudan, les Érythréens vivent dans les quartiers populaires de Khartoum, de Port-Soudan, de Kassala ou de Guédaref, qui sont des villes que cette carte vous localise un peu plus précisément, donc à l'est du pays. Ils sont en général, ils sont aussi installés dans des camps organisés par l'État soudanais en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés et d'autres organisations humanitaires internationales, ou dans des campements informels à proximité des villages et des villes. Au Yémen, les Érythréens s'installent dans des villages sur les côtes de la mer Rouge et dans les grandes villes du pays, en bénéficiant de liens migratoires préexistants, avec un minimum ou pas du tout d'aide humanitaire, sinon celle de quelques associations de bienfaisance golfiennes à partir des années 70. Et vous avez par exemple l'exemple du village de Al-Khoucha, qui est indiqué sur cette carte, qui est effectivement sur la côte de la mer Rouge, au sud de la région de la Tihama, qui est la région côtière yéménite. On parle donc ici, je le rappelle, d'exilés extrêmement démunis dans des pays plutôt pauvres. Néanmoins, ces populations se sédentarisent pour une partie, mais elles constituent aussi une diaspora très active, très politisée et très mobile. Les allers et retours, par exemple, à travers la frontière soudano-érythréenne ou éthiopio-érythréenne sont fréquents. Les itinéraires des exilés sont multiples, et vous avez ici un exemple de 4 types d'itinéraires non pas possible, il ne s'agit pas de stylisation, il s'agit de récits biographiques collectés lors d'une enquête ethnographique. Donc c'est pour vous donner un peu une idée du type de trajectoire à l'intérieur de cette aire de circulation à laquelle on a affaire, du micro-local à la plus grande amplitude géographique à l'intérieur de la région. Et on peut rentrer un peu dans le détail biographique, mais bien évidemment, je n'en ai pas le temps, de ces itinéraires avec ce type de carte qui là représente l'itinéraire d'une seule personne, un interviewé que j'ai anonymé sous le nom de Jamal, qui a été interviewé en 2005 dans un quartier de la ville de Khartoum au Soudan qui s'appelle Sahafet Sharek et qui raconte l'itinéraire de sa migration, ou plutôt son itinérance dans un espace de circulation moyen-orientale. Donc vous voyez que c'est une vie qui est faite de moments d'expulsion, de réémigration, avec des parties de son itinéraire qui sont ce que j'appelle de la mobilité documentée, c'est-à-dire où il dispose de papiers officiels, donc il est un migrant régulier, ou de la mobilité clandestine ou non documentée. Et là, vous voyez qu'en fait, la question de la documentation est assez secondaire et que la mobilité est en fait première dans l'expérience de vie. Vous voyez différents types de moyens de transport utilisés et un coût de la migration qui est symbolisé par le prix de certains passages. L'idée est ici de rendre compte de la diversité de ces itinéraires biographiques qui en fait constituent agglomérer ou rassembler la diversité de l'expérience diasporique érythréenne. Et on peut aussi analyser d'une certaine façon les différents sites d'installation des Érythréens que je mentionnais précédemment, camps, villages, quartiers, comme des espaces sociaux transnationaux, au sens où notre collègue Thomas Feitz les a définis, qui sont à la fois pluralistes et évolutifs et qui assurent aux individus des relais dans l'ensemble de la région et permettent ce type de circulation d'ampleur. La situation, en revanche, change à partir des années 90, donc je reviens à ma première carte, avec la fin de la guerre de libération et l'indépendance du pays qui est acquise en 1991. Le soutien des États arabes s'amoindrit et il s'amoindrit à la suite de la faillite, on peut dire rapidement, du panarabisme, mais aussi des choix diplomatiques de l'Érythrée indépendante qui, par exemple, choisit de nouer des partenariats militaires avec Israël, ce qui n'est pas une très bonne idée quand on est associé à la Ligue arabe. À partir de 1991, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est un des opérateurs de gestion de l'exil érythréen, notamment au Soudan, commence à négocier la fin de la protection prima facie, c'est-à-dire de l'octroi d'un statut de réfugié en masse et sans examen individuel aux réfugiés érythréens, aux exilés érythréens, puisque, d'après le HCR, les causes de l'exil ont disparu, l'Érythrée est indépendante. C'est donc une clause de cessation qui est promulguée en décembre 2002 et qui met fin donc à l'octroi automatique du statut de réfugié aux Érythréens.
Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, les campagnes de rapatriement volontaires se multiplient. Ce sont environ 200 000 réfugiés érythréens qui sont rentrés, par exemple, du Soudan en Érythrée, après des périodes d'exil longues, parfois de 30 ans, et parfois même une vie intégralement passée à l'extérieur de la mère patrie, entre guillemets, bien entendu. Le rapatriement, il faut le rappeler, est en effet pour le Haut Commissariat la solution naturelle au problème de l'exil, et ce, à l'échelle globale. Si on pense au sacro-saint triptyque des solutions durables proposées par l'Agence à ce problème de l'exil, on sait qu'il y a le rapatriement, l'intégration locale et la réinstallation. Or, c'est bien évidemment le rapatriement qui est privilégié, puisque l'exil est conceptualisé comme une solution temporaire, une situation temporaire, exceptionnelle, et surtout une situation réversible. On constate au cours des années 2000 que nombre de ces rapatriements volontaires, entre guillemets, sont en réalité suivis de réémigration. La situation des Érythréens est en effet critique, tant économiquement que politiquement. La dictature d'Isaias Afewerki, donc un ancien leader du Front populaire de libération qui a été promu à la chef de l'État après l'indépendance, se renforce, notamment à la faveur d'un nouveau conflit avec l'Éthiopie en 1998. Le régime s'enfonce dans l'autoritarisme, la militarisation de la société et la répression brutale de toute forme d'opposition ou de désobéissance aux injonctions souvent contradictoires et changeantes du régime. L'imposition d'un service militaire obligatoire à durée indéterminée, fait de travail forcé et de violence, génère notamment le départ des jeunes hommes et des jeunes femmes qui refusent de s'y soumettre et s'enfuient de ce qu'on appelle Sawa, c'est-à-dire à la fois le lieu de la conscription et l'idée même de service militaire. L'exil reprend donc de plus belle au début des années 2000, vers le Soudan à nouveau, mais aussi vers l'Éthiopie et vers l'ensemble de la région. Si on revient à cette diapositive qui représente en fait une enquête que j'ai menée en 2005-2006 et prolongée en 2012 et 2013, on voit qu'après 2002 et la clause de cessation, en fait, les réfugiés restent au Soudan ou y reviennent. Mais une chose a définitivement changé, c'est que pour obtenir une carte de réfugié, ils doivent passer par une procédure individuelle de demande d'asile qu'on appelle RSD en anglais, donc Refugee Status Determination. Et le HCR, bien sûr, envisage cette procédure comme extrêmement limitée au départ, puisque les Érythréens ne sont plus des réfugiés a priori. Le problème, c'est qu'en 2002, au moment de la clause de cessation, les anciens réfugiés et nouveaux arrivants affluent en masse dans les centres de filtrage ou screening qui sont gérés par l'administration soudanaise et le HCR. Ces centres sont de fait submergés entre 2002 et 2004, que ce soit à Khartoum ou dans l'est du Soudan. Et en février 2004, le HCR doit renoncer au programme d'enregistrement des demandes individuelles sous la pression démographique des réfugiés eux-mêmes. L'agence est en quelque sorte forcée de prolonger la protection juridique qu'elle a accordée aux réfugiés, aux Érythréens, sous un statut ad hoc. C'est à ce moment-là qu'est créé ce statut, par ailleurs pour lequel j'ai une sorte d'affection théorique, qui est celui de « Former Eritrean Refugee ». Donc, la catégorie de « Former Eritrean Refugees », anciens réfugiés érythréens, est créée à ce moment-là, et elle apparaît dans des briefing notes et dans le discours des administrateurs du HCR, aussi ceux que j'ai pu rencontrer qui ont reconstruit cette espèce de généalogie catégorielle pour moi, pour décrire la situation des Érythréens au Soudan, de ceux qui ne sont pas rentrés, de ceux qui sont revenus. Donc il s'agit d'une sorte de statut par provision ou d'un statut provisoire, donc c'est pas très cartésien comme la morale par provision, mais qui permet de répondre à une situation de fait, mais sans correspondre au cadre légal d'action du Haut-Commissariat aux réfugiés. En matière d'assistance, c'est-à-dire des programmes d'aide directe, ça je parlais de la protection, l'intégration locale devient l'option privilégiée pour les réfugiés avec tout un tas de programmes favorisant l'autonomie économique. En 2005, la situation est la suivante. Il y a encore, entre guillemets, 500 000 exilés érythréens dans l'ensemble du Moyen-Orient d'après le HCR, mais comme le montre cette diapositive de mon enquête, les chiffres sont tout à fait différents quand on demande au gouvernement soudanais combien de réfugiés érythréens sont sur son sol, puisque déjà le gouvernement soudanais, rien qu'au Soudan, compte 540 000 Érythréens entre 2002 et 2004.
Néanmoins, en 2007, le haut-commissaire Antonio Guterres parle des réfugiés érythréens restés ou retournés au Soudan comme du forgotten people. Il dit qu'ils sont, je cite en anglais, « living among very poor and generous Eastern Sudanese who have shared their scarce resources with them for the past 40 years ». Donc ce partage des ressources dans l'Est du Soudan est salué par le haut-commissaire. Néanmoins, on voit qu'il y a un maintien de la protection et de l'assistance, mais ce maintien est précaire ou précarisé, et le Haut-Commissariat menace en permanence de retirer l'une et l'autre, c'est-à-dire la protection et l'assistance, sous des formulations tout à fait technocratiques de phasing out ou de désengagement. Et ce retrait potentiel, de plus en plus actuel, est justifié par la difficulté de lever des fonds pour financer une vieille histoire. Cette vieille histoire de l'exode érythréen qui n'attire plus vraiment la compassion des donateurs internationaux. La séquence historique qui nous suit et qui clôt cette trop longue histoire nous est plus familière et elle entre curieusement et un peu dramatiquement en résonance avec ce que nous avons connu en Méditerranée ces dernières années. Au cours des années 2000, l'exode se poursuit donc, et notamment à travers le golfe d'Aden, qui sépare la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Les traversées qu'on y observe sont tout aussi périlleuses et mortelles que celles qu'on observe aujourd'hui en Méditerranée. Les Érythréens se mêlent aux Éthiopiens et aux Somaliens pour rejoindre le Yémen, et à travers le Yémen, les pays du Golfe. Les trajets sont opérés largement par des réseaux de passeurs, intégrés à une économie du passage largement criminelle, qui s'articule à l'échelle régionale entre la Corne de l'Afrique, la péninsule arabique, mais qui rejoint aussi le Kenya et l'Afrique centrale. La politique internationale dans la Corne de l'Afrique change aussi au début des années 2000. L'aide humanitaire et l'aide au développement qui avaient été déployées au début des années 90, notamment au moment de l'effondrement de l'État somalien, s'affaiblit au profit d'une approche purement sécuritaire de la gestion des populations dans la Corne, qui met la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la piraterie et la contrebande sur le même plan que la lutte contre l'émigration, et qui la classe dans les premières priorités de financement des programmes d'aide internationaux et de développement internationaux. La Corne de l'Afrique devient ainsi, pour les acteurs de la politique américaine, britannique et française que j'ai pu rencontrer à Nairobi ou à Sanaa, en fait la corne de la terreur, et la migration se fond dans un ensemble de menaces identifiées dans la région. Et face à ce durcissement, le Haut-Commissariat aux réfugiés, qui reste l'opérateur de la protection et de l'assistance des personnes déplacées, fait émerger, à travers à nouveau des briefing notes, un concept pour lequel j'ai tout autant d'affection que celui de Former Eritrean Refugees, qui est celui de migration mixte. Donc il émerge d'abord dans le vocabulaire des agents de protection du HCR et de l'OIM et d'un certain nombre d'organisations internationales, et sert à définir un cadre de prise en charge opérationnel et non pas juridique de flux que l'on ne peut pas facilement qualifier dans cet espace spécifique qu'est le golfe d'Aden. Les flux mixtes, vous connaissez peut-être cette terminologie, concernent toutes les populations qui s'exilent d'une zone de crise dans des situations de vulnérabilité sans préjuger de leur statut. En d'autres termes, ce que les médias ou les gouvernements européens appellent aujourd'hui des clandestins ou des migrants irréguliers. En 2007, le HCR propose un plan d'action en 10 points pour permettre la prise en charge des populations qui traversent le golfe d'Aden. Et la légitimité de cette prise en charge, qui implique de donner à ces personnes en situation en fait d'irrégularité assistance et protection, est extrêmement contestée. Et les conditions de financement des programmes opérés par le HCR sont draconiennes. Il s'agit que l'aide prodiguée reste exclusivement locale et que le soutien des pays développés à ces programmes est conditionné au fait que les programmes soient localisés en Somalie, au Kenya ou au Yémen et empêchent le transit vers les pays... 5 minutes ? Ouais. Et empêchent le transit vers les pays
européens. La circulation devient de fait de plus en plus difficile pour les Érythréens, à un moment où les pays du Golfe eux-mêmes ferment leurs frontières à l'immigration africaine, mais aussi à l'immigration yéménite, qui est une source d'immigration vers les pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, extrêmement importante. Et cette fermeture progressive de la filière d'immigration vers les pays riches du Golfe va être encore accentuée à partir de 2011, avec des mesures d'expulsion extrêmement brutales qui ont été prises surtout en Arabie saoudite, mais aussi dans d'autres monarchies du Golfe, contre les migrants yéménites et les migrants de la Corne de l'Afrique, éthiopiens, érythréens, somaliens et djiboutiens. C'est un moment aussi, pour ne rien gâcher ce tableau joyeux de la région, où la situation politique se dégrade au Yémen, avec le début de la guerre civile dans le nord du pays en 2004 et la décomposition politique qui succède à un printemps arabe prometteur et néanmoins avorté à partir de 2011. La population yéménite elle-même est déplacée par la violence à l'intérieur de son propre pays et les réfugiés africains en général, érythréens en particulier, se retrouvent littéralement coincés au Yémen. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire de la situation contemporaine, je l'ai dit en introduction, on a vu qu'une question presque exclusivement arabe ou africaine traitée dans le Sud, par les pays du Sud et par des organisations internationales, au premier rang desquelles le HCR, s'est invitée à l'agenda des politiques d'asile européennes, de ces politiques migratoires, des politiques de voisinage et de la diplomatie. Tant et si bien qu'on voit en novembre 2014, l'Union européenne entrer dans ce qu'elle appelle le processus de Khartoum, autrement aussi appelé le EU Horn of Africa Migration Route Initiative. Et donc il s'agit pour l'Union de s'associer avec Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et la Tunisie pour tenter d'empêcher les migrations irrégulières en invoquant la protection des droits des réfugiés, des migrants, la lutte contre les trafics d'êtres humains, le développement des régions d'origine, de transit des migrants. Il s'agit en réalité, un peu comme depuis 2000 et les accords de Cotonou, de déléguer aux pays de transit ou d'origine des migrants la gestion de la migration, ou plutôt l'interdiction de migrer, qui est bien sûr, on le sait, contradictoire avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui inscrit dans son texte le droit de quitter son pays. Donc, les leçons de choses que l'on peut rapidement tirer de cette histoire, encore une fois, trop longue. Elles sont trois. La première est que l'histoire érythréenne nous confirme que l'exode et l'asile sont des phénomènes sociaux pluriels dans leur cause et dans leurs manifestations. On l'a vu à travers les documents que j'ai présentés, la migration elle-même est un phénomène pluriel. Si on regarde l'articulation à l'échelle globale de différents champs migratoires, au sens de migration essentiellement économique, on voit qu'on a des champs qui s'entrelacent. Et donc ces récits individuels, en fait, constituent ces grandes dynamiques globales. Bien sûr, on n'oublie pas, et ce sont mes ronds jaunes, les champs migratoires qui correspondent aux migrations forcées en Asie centrale, dans la Corne de l'Afrique, au Proche-Orient, donc incluant les Palestiniens, etc., mais aussi en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et on voit ici un peu la complexité de cette articulation entre le particulier et le systémique. Et bien sûr, dans ces différents champs migratoires, le seul qui est à l'esprit des dirigeants européens, c'est celui qui articule la Corne de l'Afrique avec les migrations vers l'Europe. Or, on sait aussi que les distinctions, on va dire, de jure entretenues entre le migrant économique et le réfugié sont très artificielles lorsqu'on regarde les parcours biographiques des personnes concernées. La distinction, par exemple, entre migrants et réfugiés, vous l'avez vu dans le cadre du Moyen-Orient, n'a pas vraiment de sens. Elle désigne les mêmes personnes, c'est une histoire d'opportunité juridique, on va dire, mais elle a une fonction analytique et surtout politique. Elle permet d'effectuer un triage
entre les personnes qui bougent pour les gérer de manière différenciée en fonction de dispositifs politiques locaux et internationaux. Il s'agit bien entendu de catégories qui n'ont de sens empirique et ethnographique qu'à condition d'être considérées comme des construits politiques et sociaux et de s'intéresser à leurs conditions de production et de leur historicité. Les deux dernières leçons sont mieux connues, les leçons de cette histoire. La seconde, c'est que l'exode et l'asile sont des phénomènes massivement ancrés dans les pays du Sud. Ça a été dit à de multiples reprises au cours de ce colloque, donc je ne vais pas m'attarder. Je vais juste vous rappeler un chiffre. 86% des déplacés par la violence sont dans des pays du Sud. Donc définitivement, les réfugiés et les demandeurs d'asile ne sont pas en Europe, ils ne sont pas en Amérique du Nord, ils sont au Soudan, ils sont en Iran, ils sont en Afghanistan, ils sont dans leur région d'origine, voire dans leur pays d'origine. Et ceci n'est pas seulement, en termes politiques, n'est pas seulement un état de fait, parce que le réfugié ayant peu de ressources ne peut pas aller bien loin, c'est aussi le produit d'une volonté politique, de la structuration de la politique internationale de l'asile depuis 1951, le fait que le HCR a été chargé de s'occuper exclusivement des migrants, des déplacés par la force dans les pays du Sud, alors que les pays développés s'occupaient de manière bilatérale et en toute souveraineté de leurs réfugiés politiques. On peut penser à la guerre froide, par exemple. Le HCR ne s'est jamais occupé des dissidents soviétiques. C'est le USSKP Program qui s'en chargeait. Donc là, il y a une distinction très forte, Nord-Sud, et le rôle du HCR. Et c'est bien sûr ce qu'on retrouve dans la politique d'externalisation des frontières de l'Europe. Et le dernier point, c'est celui sur lequel je m'arrêterai, bien sûr, c'est le fait que l'exode et l'asile, on l'a vu, sont des phénomènes durables qui nécessitent des solutions durables et certainement pas, comme on l'a vu, l'encampement et la création de camps qui sont des solutions non durables. Donc, lorsque la mairie de Paris propose la création de camps, on ne peut que s'interroger sur une sorte de contresens anachronique que font les autorités de la ville.